Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunya Sheuch. Bonjour. Comment suivre le ramadan dans de bonnes conditions pour la santé? Elle sera le thème principal de nos émissions pour ce mois de ramadan, avec un premier volet ayant pour thème aujourd'hui diabète et ramadan. Comment l'organisme s'adapte-t-il au jeûne? Comment concilier diabète et jeûne de ramadan? Comment garantir la santé et le bien-être des diabétiques pendant le ramadan? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que répondront nos invités, le professeur Zinette Marakchi-Torki, qui est professeur agrégé en endocrinologie et diabétologie, présidente de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme. Bonjour professeur Marakchi. Bonjour Dunya. Et puis le professeur Leila Alouen, qui est nutritionniste, chef du service formation et information à l'Institut national de nutrition. Bonjour professeur Leila Alouen. Bonjour. Alors bonjour à toutes deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Le jeûne de Ramadan est l'une des prescriptions les mieux observées par les musulmans. L'islam insiste sur ses avantages du point de vue physiologique, apprenant notamment l'endurance. Il y a plusieurs mécanismes métaboliques qui se déclenchent lors d'une journée de jeûne. Professeur Zinette Torki, que vit le corps lors d'une journée de jeûne? Alors tout d'abord, j'aimerais te remercier Dunya pour cette invitation. Je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet qui est très important, de la prise en charge des patients diabétiques au cours du mois de Ramadan. Au cours du jeûne, on a tendance à mobiliser toutes nos réserves. Le sujet sain va avoir tendance à, au cours du jeûne, utiliser ses réserves glucidiques, en particulier au niveau du foie. Tout le stock de sucre qui s'est fait sous forme de glycogène au cours du foie. Une fois que l'on aura utilisé ces réserves-là, on va avoir également un autre mécanisme aussi qui va s'enclencher qui s'appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire fabriquer du glucose à partir de substrats donc, tels que les graisses, les protéines, etc. Et puis, on va avoir également mobilisation des réserves en acides gras. Oui. Et l'organisme va produire également de l'énergie à partir de ces acides gras. Professeur Alouen, est-ce que Ramadan peut avoir des bienfaits sur la santé en général? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une occasion pour mettre au repos le système digestif, à commencer par le foie et par les intestins. Donc, c'est une mise au repos, on va dire, annuelle. C'est comme si le corps prenait un congé annuel. Et puis, il y a des mécanismes et le métabolisme va se rétablir. En général, si on jeûne correctement et si l'alimentation est adaptée, c'est l'occasion de voir baisser donc, certains paramètres. Si on avait par exemple une élévation des lipides sanguins, on va avoir donc une amélioration. En général, il y a une amélioration aussi des taux glucidiques chez les gens qui sont plutôt obèses et on va dire un petit peu pré-diabétiques ou ils ont une intolérance au glucose. Donc il y a une amélioration globale et puis il y a un sentiment de bien-être pour les gens qui jeûnent avec foi parce qu'il y a les gens qui jeûnent par habitude, mais il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils sont croyants en pratiquant. Et là, le système n'est pas le même du tout parce qu'il y a des études qui ont montré que l'intention du jeûne agissait déjà sur les sécrétions enzymatiques. C'est-à-dire que, logiquement, une personne qui a réellement l'intention de jeûner ne sentirait pas la faim parce qu'il y aurait moins de sécrétions enzymatiques et moins de sécrétions de certaines hormones. Donc, il y a une adaptation réelle. Si vous permettez, je voulais juste dire que tout à l'heure, Zinette a parlé de ces acides gras qui prennent la relève, Oui. sauf que c'est un très mauvais carburant et qu'il y a des risques de production de produits qui ne sont pas si bénéfiques pour l'organisme et je pense particulièrement au corps cétonique. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que jeûner leur permet de piocher dans leurs réserves de graisse et donc de maigrir. Alors, est-ce que le ramadan va être l'occasion de perdre du poids? Ça dépend. Oui. Tout dépendra. Alors, d'abord, si on voit la chronobiologie, la réponse serait non. Oui. On est d'accord? Chronobiologiquement, nous allons manger dans les horaires où on ne devrait pas manger, c'est-à-dire à partir de pratiquement 20h du soir jusqu'à 2h du matin. C'est vraiment la plage horaire où ce que vous allez manger, vous allez le stocker. Oui. Alors, ça, c'est logiquement. Maintenant, dans la pratique, si vous mangez correctement, si vous choisissez vos mets et si vous pratiquez de l'activité physique pendant la soirée, si vous diminuez un petit peu vos apports, eh bien, vous allez avoir une possibilité de perdre du poids. Mais il ne faut pas vraiment beaucoup rêver.
D'accord. Professeur Zinat Marakchi, tout à l'heure, professeur Leila Alouane nous parlait des effets bénéfiques du jeûne du Ramadan. Est-ce qu'il existe des contre-indications relatives pour certaines populations? Alors justement, c'est important là d'en parler en ce qui concerne les patients diabétiques. Et à cette occasion, j'aimerais en fait annoncer le fait que on a publié cette année un consensus tunisien de prise en charge du diabète pendant le mois de Ramadan, qui a été élaboré par les endocrinologues et les membres de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme, que je remercie. Avant de parler des diabétiques, il y a quand même un certain nombre de maladies, il faut prendre des précautions. Et puis peut-être les enfants, les femmes enceintes. Bien sûr, oui. Là, il a parlé tout à l'heure en particulier des corps cétoniques qui sont produits au cours du jeûne un peu prolongé. Oui. Les corps cétoniques sont mauvais quand ils sont produits au cours de la grossesse. En particulier, ils ont un effet néfaste, par exemple, sur le développement du système nerveux. Le jeûne est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Il n'est pas non plus indiqué chez les enfants. Il n'est pas indiqué chez les patients qui ont des maladies graves et les patients qui sont fragiles et les sujets âgés. Et là, ces dernières années, on a le mois de Ramadan qui tombe en fait en plein été, avec des températures qui vont favoriser une déshydratation chez les sujets âgés et leur faire courir des risques. Tout à l'heure, professeur Alouane, vous parlez de foi. Il y a des règles qui concernent la dispense du Ramadan qui sont très clairement indiquées dans le Coran. Je crois savoir que c'est la sourate 2, verset 183, qui précise si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur ou lorsque la personne est malade, l'islam donc l'exempte du jeûne. Pourtant, il y a des personnes qui sont malades et qui s'entêtent à jeûner. Justement, il faudrait qu'ils arrêtent donc de jeûner. Il faut interrompre le jeûne chez ces gens-là et il faut leur expliquer. Et d'ailleurs, il faudrait faire de plus en plus d'émissions qui expliquent du point de vue donc religieux la nécessité de ne pas jeûner, parce que l'un des préceptes les plus importants de l'islam, c'est d'abord de sauvegarder la vie. Donc ces gens-là, ils doivent savoir que c'est un réel danger. Il y a un risque de mort. Pour certains, quand vous tombez dans un coma, franchement, c'est très très grave. Donc il faudrait que ces personnes, et particulièrement les personnes âgées, on voit une réticence par les personnes âgées, et très souvent les femmes sont réticentes. C'est-à-dire, elles ont peur, au fait, elles ont très peur de ce qu'on dirait d'elles. Oui. Voilà. Beaucoup plus que vraiment le reste. Donc social. Voilà. Donc elles sont très mal vues socialement, et donc, alors, on peut ne pas jeûner et être très discret. L'essentiel, c'est que ces personnes prennent conscience du danger. Si des accidents arrive, il faut réellement interrompre le jeûne immédiatement. On n'attend pas. Moi, je crois qu'il faut beaucoup en parler et il faut déculpabiliser les patients qui ne peuvent pas jeûner au cours du mois de Ramadan parce qu'ils risquent de se mettre en danger. Justement. Parce que les patients, d'ailleurs, ils le verbalisent. Ils disent « Ah oui, bon, vous me dites que je ne dois pas jeûner, j'en suis convaincue, mais comment je vais faire pour manger devant les autres ?» Enfin, j'ai honte. Je peux pas... Si je peux me permettre, il faudrait insister auprès de la famille pour qu'elle prenne en charge nutritionnellement ces gens-là. C'est-à-dire, on ne les oublie pas à midi, on ne les oublie pas à l'après-midi. Tout à l'heure, vous parliez de personnes âgées. Physiologiquement parlant, sans que l'on pense à Ramadan, les personnes âgées ont des hypoglycémies physiologiques entre 4h, 4h30 et 6h, 6h30. C'est physiologique, en dehors du mois de Ramadan. Alors, si vous laissez une personne âgée trop longtemps à jeun, même si elle ne jeûne pas, mais si vous l'oubliez parce que vous estimez que, comme tout le monde jeûne, un n'a qu'à se lever et aller chercher quelque chose. Elle culpabilise. 2, elle n'ose pas aller chercher à manger. Et 3, elle risque d'avoir une hypoglycémie, même si elle n'est pas diabétique. Donc, il faut faire très attention à ces populations. Et les enfants, c'est la même chose, d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, donc c'est bien clair. Alors, venons-en au diabète, puisque notre sujet aujourd'hui, c'est diabète et Ramadan. Rapidement, on rappelle qu'est-ce que c'est que le diabète ? Le diabète, c'est une maladie, en fait, où on a une élévation du taux de sucre dans le sang. C'est une maladie chronique. Les gens qui en sont atteints doivent être pris en charge donc à vie et doivent prendre un traitement à vie. Il y a 2 types de diabète, le type 1, le type 2. Voilà, il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, il survient le plus souvent chez le sujet jeune.
c'est une forme plus rare de diabète puisqu'elle représente environ 10% donc, de tous les diabétiques. Dans cette forme de diabète, le pancréas, qui est la glande qui sécrète l'insuline, ne sécrète plus d'insuline. Donc, c'est des patients qui sont obligés, dès le diagnostic de la maladie, de s'injecter de l'insuline. C'est très clair. Dans le diabète de type 2, qui est la forme la plus fréquente de diabète, puisqu'on l'observe dans à peu près 90% des cas, c'est un diabète qui survient chez les sujets d'âge mûr, et c'est une forme de diabète où on a deux anomalies qui apparaissent très tôt. Alors, il y a un léger défect en fait qui apparaît et qui va se prononcer de plus en plus au fil du temps dans la sécrétion d'insuline, mais il y a également un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la résistance cellulaire périphérique à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline a du mal à agir correctement et le rôle de l'insuline en fait au niveau des cellules de l'organisme, c'est de permettre au glucose de pénétrer à l'intérieur de la cellule pour pouvoir produire de l'énergie qui va permettre à la cellule de faire tous ses métabolismes. D'accord. Donc, on a beaucoup de diabétiques en Tunisie. Est-ce qu'on a quelques chiffres? On manque malheureusement en Tunisie de grandes enquêtes épidémiologiques. La dernière grande enquête épidémiologique, c'était l'enquête donc, de Taïna qui a eu lieu en 2005, où la prévalence du diabète était de l'ordre de 11%. D'après des petites enquêtes qui ont été faites, il semble que actuellement la prévalence soit plus élevée que ça et que l'on approche les 15%. Et là, actuellement, cette année, il y a eu une enquête qui a été initiée par l'Institut national de santé publique, à laquelle nous sommes fiers d'avoir participé, donc la Société tunisienne d'endocrinologie. Cette enquête vient de se terminer et c'est une grande enquête qui a été faite sur tout le territoire national, qui s'est intéressée entre autres à la prévalence donc, du diabète. Mais il y a d'autres choses aussi qui ont été recherchées au cours de cette enquête et on va avoir donc très bientôt de nouvelles données en ce qui concerne donc la prévalence du diabète en Tunisie. Nous faisons partie des pays dans le monde où la prévalence du diabète est la plus élevée. Okay. C'est un problème de santé publique qu'il faut prendre très au sérieux chez nous. Alors, venons-en à la question du jour. Peut-on jeûner en étant diabétique? Est-ce qu'un diabétique peut faire le ramadan? Alors d'abord, premier message très important que j'aimerais donner aux patients diabétiques, c'est qu'il faut qu'ils commencent à parler, à poser des questions sur le jeûne au cours du mois de Ramadan avec leur médecin au moins 2 à 3 mois avant le mois de Ramadan. D'accord. Ça se prépare. Et s'ils ne l'ont pas fait, là, ça y est, Ramadan a commencé. Ramadan a commencé. D'ailleurs, on a beaucoup de patients qui en parlent comme ça, qui viennent nous demander là, ces jours-ci. Bon, on a l'habitude de diviser en fait les patients diabétiques en 3 catégories. Il y a une catégorie de patients chez lesquels, et je vais commencer par ceux-là, chez lesquels le jeûne est contre-indiqué. Lesquels c'est les patients qui ont un diabète qui est déséquilibré. C'est les patients qui, dans les 3 mois avant Ramadan, ont fait des hypoglycémies sévères. Ou alors on fait des hyperglycémies, c'est-à-dire une élévation sévère du taux de sucre dans le sang qui les a amenés à se faire hospitaliser. C'est les patients qui sont sous ce qu'on appelle schéma basal-bolus d'insuline, c'est-à-dire des patients qui prennent 3 à 4 injections d'insuline ou plus par jour. Ça concerne les diabétiques de type 1, donc dont je parlais tout à l'heure, et ça concerne certains diabétiques de type 2 qui sont traités par l'insuline. Qui sont traités par l'insuline à plusieurs injections par jour. Ça concerne les diabétiques qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées au diabète et au traitement hypoglycémiant qu'ils prennent pour le diabète pourraient les mettre donc en danger. Par exemple, les diabétiques qui sont insuffisants coronariens, les diabétiques qui ont une détérioration de la fonction rénale, qui ont des problèmes hépatiques ou qui ont d'autres maladies graves, ou alors les diabétiques qui prennent beaucoup de médicaments et pour lesquels la répartition en fait, quotidienne des prises médicamenteuses pour que le diabète ait
la maladie associée soit bien équilibrée est fondamentale pour qu'il reste en bonne santé. Dans cette catégorie de patients, il est important en fait de contre-indiquer le jeûne. Et puis, j'insiste aussi chez les diabétiques qui sont très âgés. Et les sujets âgés, ils ont une altération de la perception de la soif. S'ils vont élever un petit peu leur glycémie, ils vont avoir ce qu'on appelle une polyurie, c'est-à-dire ils vont avoir une envie fréquente d'aller uriner. Et si ce n'est pas compensé par de l'eau, compensé par de l'eau, avec la chaleur, l'hypersudation, ça peut les exposer à des complications graves. D'accord, là c'est la première catégorie où c'est complètement contre-indiqué. Donc. Voilà. Alors, il y a une autre catégorie de patients qui sont à risque faible. Ça va être un diabétique de type 2 qui est en bon état général, qui est généralement âgé de moins que 65 ans. Un diabète équilibré. Un diabète qui est bien équilibré, qui prend des médicaments qui n'entraînent pas d'hypoglycémie. Donc on est sûr que même s'il va rester plusieurs heures sans manger, il n'y a aucun risque pour qu'il fasse des hypoglycémies sévères. Ces patients-là, on peut leur permettre en fait de jeûner. En prenant des précautions, on le verra par la suite, en se surveillant régulièrement. Voilà. Et tout. D'accord. Alors, il y a en particulier quelque chose dont je vais peut-être parler tout à l'heure. On peut en parler tout de suite. C'est l'autosurveillance. Voilà, il vaut mieux le passer plusieurs fois ce message, je crois. C'est les patients en fait diabétiques qui jeûnent. Il faut qu'ils aient un lecteur glycémique et il faut qu'ils se fassent une surveillance glycémique régulière. Parce qu'il y a des critères d'arrêt du jeûne. C'est-à-dire même quand le jeûne n'est pas contre-indiqué, si à un moment au cours du jeûne, par exemple le taux de sucre dans le sang dépasse les 3 grammes, c'est une indication à l'arrêt du jeûne. Ou inversement, s'ils font une hypoglycémie. Voilà, les patients qui prennent des traitements hypoglycémiants, si la glycémie est basse, si elle est inférieure à 0,80 g, 0,70 g, il faut arrêter le jeûne parce qu'il y a un risque quand même d'hypoglycémie sévère. L'hypoglycémie sévère, ça peut aller, comme disait Leïla tout à l'heure, ça peut aller au coma hypoglycémique. Donc continuer, c'est se mettre en danger. Et puis, il y a une catégorie de patients qui est classée en risque moyen. Donc, c'est des patients qui sont pas vraiment déséquilibrés, qui prennent des traitements hypoglycémiants, qui ont des comorbidités mais qui sont bien contrôlées et pour lesquels en fait le jeûne au cours du mois de Ramadan ne risque pas de les mettre en danger. J'aimerais revenir sur ces risques du jeûne de Ramadan chez le diabétique. Vous nous avez parlé donc de l'hypoglycémie qui peut amener au coma. Tout à fait. Quels vont être en fait les signes d'alerte ? Alors, les signes d'alerte donc de l'hypoglycémie, ça peut être une sensation de faim très importante, avec des palpitations, donc le cœur qui bat très vite, avec des sueurs, avec tremblements, avec des maux de tête, troubles visuels. Ça peut être aussi l'agressivité. L'hypoglycémie n'est pas corrigée, on peut avoir des troubles du comportement. Justement. Donc, agressivité, un comportement qui est anormal. Et ça peut aller jusqu'au trouble de la conscience. Et les signes de l'hyperglycémie, parce qu'en fait, il va y avoir un apport calorique le soir très important qui peut amener à une hyperglycémie aussi. Là. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, dans les études où on a fait un enregistrement continu de la glycémie sur 24 heures chez les gens qui jeûnaient, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que tout le long de la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'à la rupture du jeûne, on observe une réduction progressive en fait de la glycémie, avec un risque en fait d'hypoglycémie en fin de journée, dans les heures avant la rupture du jeûne, donc environ vers 4-5 heures jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Et après la rupture du jeûne, il y a une ascension très importante du taux de sucre dans le sang parce que souvent, les patients, même quand ils sont diabétiques et qu'on les a éduqués avant, prennent des repas trop copieux le soir. Donc, et ce pic d'hyperglycémie que l'on observe après la rupture du jeûne est un pic qui est souvent beaucoup plus important que les pics d'hyperglycémie que faisait le patient avant la période de Ramadan. Il faut être très vigilant par rapport aux signes d'hyperglycémie
en particulier au cours du jeûne. C'est l'envie de boire, la soif intense et puis la polyurie. Donc les patients ont besoin d'aller fréquemment uriner. Et puis on peut avoir aussi, quand le taux de sucre est vraiment trop élevé dans le sang, il peut même y avoir une petite baisse de l'acuité visuelle. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Zinette, parce que les gens généralement reconnaissent les signes de l'hypo et ils ne reconnaissent pas les signes de l'hyper. D'accord. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont très peur de l'hypo, et donc ils ont ce réflexe d'interrompre le jeûne, mais ils n'ont pas le réflexe d'interrompre le jeûne quand ils sont en hyper. Bien au contraire, ils vous disent « Ah, c'est tant mieux, je suis en hyper, et comme je jeûne, ça va s'améliorer. » C'est faux et archi faux. Donc, et c'est là où on devrait insister, et on devrait répéter plusieurs fois qu'en cas d'hypo ou en cas d'hyper, il faut interrompre immédiatement le jeûne. Je le répéterai jamais assez parce que malheureusement, les gens passent à côté en se disant « Tiens, c'est l'occasion de réguler la glycémie ». Le jeûne ne régule pas une hyperglycémie. Oui. Alors, il y a autre chose de très important que j'aimerais ajouter. Comme a dit Leïla, les diabétiques ont très peur de l'hypoglycémie. Parce qu'ils ont de mauvais souvenirs d'épisodes d'hypoglycémie qu'ils ont vécu avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très fréquemment, les diabétiques, et en particulier les diabétiques qui sont sous insuline, peuvent faire des hypoglycémies sans les percevoir. C'est-à-dire les diabétiques qui font fréquemment des hypos finissent par faire des hypoglycémies sans s'en rendre compte, en perdant en fait ce qu'on appelle les symptômes neurovégétatifs qui sont tremblement, l'hypersudation, qui sont une alerte en fait pour se resucrer, pour éviter de tomber dans les signes de neuroglucopénie, donc de souffrance neurologique avec troubles de comportement, etc. Quand on est face à un diabétique qui fait des hypoglycémies non ressenties, ça fait partie aussi des contre-indications au jeûne. Alors, je reviens sur la déshydratation. Oui, bien sûr. Alors, la déshydratation est un grand problème pendant le mois de Ramadan, particulièrement d'ailleurs pour les diabétiques, en fait pour tout le monde, mais pour les diabétiques en particulier, parce que vous avez bien entendu que s'il y a un trouble glycémique, très souvent nous allons perdre de l'eau par la polyurie. Et comme on n'est pas en train de boire, nous perdons beaucoup d'eau par les urines, nous perdons de l'eau par la sudation parce qu'il fait chaud. Si on n'a pas bu suffisamment pendant la soirée, eh bien on va se retrouver dans un état de déshydratation. Et là, c'est presque aussi grave que, ou si ce n'est plus grave que le fait d'être en hypo ou en hyper. Et d'ailleurs, les gens qui vivent seuls et qui n'ont pas un entourage qui va se rendre compte qu'ils ont ce genre de problème, soit la déshydratation, soit l'hypoglycémie, à mon avis, on pourrait, Zinette, les mettre aussi dans les contre-indications. Parce que quand une personne qui vivrait seule, une personne âgée, qui vit seule, et malheureusement ça existe, et qui déjà n'est plus capable de reconnaître les signes ni d'hyper ni d'hypo, et qui va être déshydratée, je vais dire triplement, parce que non seulement elle a des problèmes rénaux, elle urine beaucoup, elle ne boit pas assez parce qu'elle ne peut plus percevoir la sensation de soif, et pendant la soirée, généralement, ils refusent, même s'ils ont cette sensation, ils refusent de boire parce que ils n'ont pas envie de se lever la nuit pour aller uriner. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Comment concilier diabète et Ramadan ? Ça dépend des patients. Dans les conférences de consensus, en fait, qui ont été faites sur la prise en charge du mois de Ramadan, le principe est généralement de dire, voilà, c'est contre-indiqué pour telle catégorie de patients, mais si le patient insiste à jeûner, on va adapter le traitement de telle et telle manière. Adapter le traitement avec son médecin traitant ? Oui, on peut toujours proposer des choses, des adaptations thérapeutiques aux patients. Vous parliez tout à l'heure aussi de renforcer l'autosurveillance de la glycémie. Très important. Il faudrait rappeler les moments de cette autosurveillance. Alors, les moments de cette autosurveillance, en fait, ils dépendent du type de traitement que prennent les patients. Quand c'est des patients qui ne prennent pas des médicaments qui induisent une hypoglycémie, qui sont sous régime, on recommande de faire une glycémie avant l'iftar et 2 heures après l'iftar. Et ce qui est très intéressant chez ces patients-là, surtout, et très important, c'est surtout de voir l'excursion glycémique après le dîner. Si cette excursion glycémique est très importante, agir au niveau de l'éducation diététique et corriger les erreurs qu'ils font et qui font qu'ils élèvent trop leur glycémie.
les patients qui prennent de l'insuline ou alors des comprimés qui donnent des hypoglycémies, qui peuvent donner des hypoglycémies. On recommande de faire une glycémie au doigt en fin de matinée, vers 11-12 heures. Et dans l'après-midi, vers 16-17 heures. Et également avant l'iftar et 2 heures après l'iftar. Donc ça nous fait 4. Ça fait 4. Et en plus, on recommande de faire une surveillance glycémique s'ils tombent malades. C'est-à-dire s'ils ont une angine, grippe, une intoxication alimentaire, n'importe quoi. Bon, parce qu'on sait que infection et diabète, c'est un couple maudit et un cercle vicieux. Voilà, c'est un facteur de déséquilibre et qu'ils risquent à ce moment-là d'élever leur glycémie et de tomber dans les critères d'arrêt. Donc, et autre situation aussi, s'ils ressentent des signes d'hypoglycémie, il faut aussi automatiquement qu'ils fassent une glycémie au doigt pour vérifier et pour donc adapter le traitement, renforcer l'autosurveillance de la glycémie et équilibrer son alimentation. Alors je me tourne vers vous, professeur Leila Alwen. Logiquement, l'alimentation équilibrée d'un diabétique, c'est l'alimentation équilibrée tout court. C'est-à-dire que tout le monde devrait manger comme le diabétique et non pas le diabétique qui ferait un régime à part. Les gens ont tendance à croire que c'est l'excès de sucre et de sucreries uniquement qui élèverait la glycémie. C'est faux et archi faux. C'est aussi l'excès de lipides et je crois que le grand problème de l'alimentation pendant le mois de Ramadan, c'est cet excès de lipides. Parce que tout à l'heure, Zinette a bien expliqué qu'il y a des gens qui ont une résistance à l'insuline. Elle a dit, le diabète de type 2, ce sont 2 phénomènes et l'un des phénomènes, c'est que cette insuline, elle est présente, mais elle n'arrive pas à agir. Et généralement, ce qui fait que cette insuline n'arrive pas à agir, c'est qu'il y a une certaine insulinorésistance qui est aggravée chaque fois que l'alimentation est riche en lipides. Donc, contrairement à l'idée qu'on se fait du mois de Ramadan, il faut diminuer les glucides, oui, mais il faut aussi surveiller ces lipides. On est pris par le temps, mais j'aimerais quand même que vous nous donniez des conseils pratiques, voilà, pour l'alimentation. Quels conseils donner aux personnes diabétiques pour Ramadan et donc à toute la population? À toute la population, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Vous et moi et n'importe qui devraient manger de la même manière. Donc, il faut déjà que la rupture du jeûne se fasse le plus rapidement possible. On ne doit pas attendre. Une rupture qui est très très simple sur des liquides et les liquides ça doit être en principe un petit peu d'eau et un petit peu si c'est possible de lait parce que ça protège l'estomac. Pour les gens qui sont habitués, c'est tant mieux, ils prendront de l'abscissa liquide, c'est très intéressant et alors j'insiste beaucoup, l'abscissa est très agréable même si on n'ajoute pas du sucre parce que on va la manger en même temps que les dattes. Et là, les dattes, il faut faire très attention, c'est vraiment des petites quantités, que nous soyons diabétiques ou non, une date, c'est largement suffisant. Il y a un petit temps d'arrêt, il faut se reposer, et puis se remettre à manger. Et là, on va prendre des soupes parce que je continue à hydrater mon corps. Ensuite, ça sera la place aux légumes. Donc, ça va être une bonne salade et c'est vraiment l'occasion. Nous sommes au mois de juin et donc là, on a vraiment une panoplie de légumes et on devrait laisser une petite partie pendant la soirée. La soirée, elle est faite pour boire, pour manger éventuellement les fruits, mais surtout, elle est faite pour s'activer, pour marcher ou pour faire une autre activité. Donc vous recommandez une activité physique pendant la soirée. Ce que je ne recommande pas par contre, et j'espère que Zinette est d'accord, c'est de ne pas faire de l'activité physique 1 heure avant la rupture du jeûne pour les diabétiques. C'est-à-dire que pour perdre du temps, ils vont aller faire de l'activité lorsque leur glycémie est vraiment au plus bas et il y a des risques donc d'hypoglycémie. Alors il reste juste le suhour si vous me permettez. Et c'est pour moi le repas le plus important de toute la journée. Il faudrait que la personne prenne des aliments qui vont lui permettre de tenir le coup pendant très longtemps. Donc, ils vont manger plutôt des aliments genre du pain complet, maspouf ou psissa. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec de l'eau, ça sera de la psissa avec de l'huile parce qu'elle est beaucoup plus consistante et qu'elle va permettre donc une glycémie équilibrée pendant toute la journée. Il faudrait qu'il y ait la présence d'un produit laitier, alors soit du lait, et si on est intolérant au lait, il y a le lait caillé, donc raïb, et il y a le lait fermenté, donc elban, il y a les yaourts, et si la personne aimerait manger du fromage, ça doit être un fromage blanc, sans qu'il y ait du sel, pour ne pas augmenter la sensation de soif. Il faudrait qu'il y ait un légume ou des fruits, et une bonne quantité d'eau. Et on fait très attention de ne pas boire ni café ni thé
parce qu'ils sont diurétiques et ça va augmenter le problème de la déshydratation. Professeur Marakchi, des conseils à donner aux personnes diabétiques pour ce mois de Ramadan? Respecter les contre-indications, sinon se tenir en fait aux conseils donnés par le médecin sur les prises alimentaires, les horaires de prise des médicaments, la manière avec laquelle ils doivent prendre leurs médicaments au cours du mois de Ramadan, l'autosurveillance, et en particulier quand il y a des signes d'hyper et d'hypoglycémie, et arrêter le jeûne quand on est en hypoglycémie immédiatement. On Surtout, insiste beaucoup. ne pas se mettre en danger. Merci, professeur Zinat Marakchi Turki, professeur agrégé en endocrinologie et diabétologie, président de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme. Merci à vous, professeur Leila Alouen, nutritionniste, chef du service formation et information à l'Institut national de nutrition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon Ramadan et bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheuch. RTCI nous réunit.